le pont du Harry S. Truman, navire de la marine américaine, était illuminé comme une métropole flottante le 6 mai 2025, quelque part dans la mer Rouge. À l'approche finale, un FA-8F Super Hornet du VFA Evan, connu sous le nom de Red Rippers, est arrivé. C'était quelque chose que l'équipage avait fait des centaines de fois auparavant, sur des eaux agitées, de nuit, et même sous le feu ennemi. Mais cette fois-ci, quelque chose s'est cassé, littéralement. L'avion a atterri proprement sur le pont. Angle d'attaque correct. Crochet vers le bas. Atterrissage directement sur la ligne centrale. Cependant, il n'y a pas eu de décélération brusque causée par le câble d'arrêt qui s'est accroché au crochet. Un bruit sec et fort. Puis vient le bruit que personne ne veut entendre sur le pont d'un navire. Un avion à réaction hurlant au-dessus du bord, en pleine post-combustion. Le système d'arrêt avait mal fonctionné. Que ce soit une défaillance de la tension, un raté de la capture ou une rupture du câble, le résultat était le même. Ne vous arrêtez pas. Pas le temps. Pas de seconde chance. Trop bas et trop lent pour remonter. L'avion a décollé du pont d'envol incliné. Pendant 2 secondes interminables, il a semblé que l'équipage allait être emporté avec lui. Mais avant que leur avion ne disparaisse dans l'obscurité, les 2 pilotes se sont éjectés, effleurant à peine la surface de l'océan. Avant même que les éclaboussures ne se soient dissipées, des hélicoptères de sauvetage étaient déjà dans les airs. En quelques minutes, les 2 membres d'équipage ont été repêchés dans l'océan. Indemnes, contusionnés et extrêmement chanceux. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Cependant, il ne s'agissait pas d'un simple problème mécanique. En moins de 2 semaines, le Super Hornet a subi sa 2e défaite aux mains du Truman. À ce moment-là, les gens ont commencé à se poser des questions. Car sur un porte-avions de la marine américaine, voici ce qui se passe lorsqu'un câble d'arrêt tombe en panne. Il ne s'agit pas d'une simple collision. C'est un avertissement. Le site de la défaillance a été facilement identifié par l'équipe d'enquête. Lors de l'impact, le câble d'arrêt, officiellement appelé pendentif transversal, s'est rompu. Vous n'avez que quelques secondes pour déterminer si cela se traduira par un atterrissage sans faute ou par un incendie qui coûtera des millions de dollars lorsqu'il se produit sur un porte-avions voyageant à 30 nœuds dans la mer Rouge, avec des vents qui rugissent sur le pont. La pédale de frein du porte-avions sert de dispositif d'arrêt. Le crochet d'appontage du FA-18 est conçu pour s'accrocher à l'un des 4 câbles d'acier qui sont tendus sur le pont lorsque l'avion atterrit. Le dispositif d'arrêt MK7 Mod 3, un système hydraulique souterrain, est couplé à ces câbles. Il absorbe l'énergie cinétique de l'avion et réduit sa vitesse de 150 miles par heure à 0 en moins de 2 secondes. Quand tout fonctionne, c'est de la poésie. Quand ça ne fonctionne pas, c'est le chaos. Bien que rare. Ce qui s'est passé le 6 mai n'est pas sans précédent. Le pilote n'a souvent pas le temps de pousser ou de freiner lorsque le dispositif d'arrêt fonctionne mal, que ce soit en raison d'un problème de câble, d'un crochet mal aligné ou d'un retard dans la tension, c'est-à-dire d'accélérer à pleine vitesse et de redécoller. Dans ce cas précis, l'atterrissage s'est déroulé à la perfection. La vitesse, le crochet, l'approche. Mais le câble, cassé à l'intérieur. Fatigue du métal? Peut-être. Tension inappropriée? Peut-être. Une négligence dans l'entretien? Peut-être. Un avion d'une valeur de 70 millions de dollars peut être perdu à cause d'un seul défaut ou d'un seul point faible. Pire encore, vous mettez 2 vies en danger. La redondance du système ajoute à la peur. Il y a 4 câbles. Plusieurs sous-systèmes. Chaque atterrissage a été examiné, enregistré et fait l'objet d'un briefing. Cependant, il suffit d'un seul dysfonctionnement au mauvais moment. Un peu comme un parachute. Il n'y a pas eu d'erreur de pilotage. Il s'agit d'une défaillance du système. Ce n'est pas la première fois. Un autre Super Hornet avait dérapé du pont du Truman 1 semaine auparavant. Il était remorqué dans le hangar, pas en phase d'atterrissage. Il est tombé directement dans l'océan. Même escadre, même navire. 12 jours séparent les 2 avions et les 2 événements.
Ce n'est pas de la malchance. Il y a là une tendance. Vient ensuite le problème surprenant du câble. Il s'agit de bien plus qu'un simple câble. C'est un test. Un test pour chaque examen, chaque validation. Aucun support ou boulon du système ne peut être laissé au hasard. Tout est exposé lorsqu'il y a une défaillance. Les opérations sur porte-avions sont difficiles, tant pour les hommes que pour les machines. Tout se déroule à un rythme effréné. Démarrer, s'améliorer, réarmer, faire le plein et recommencer. Démarrer, récupérer et faire le plein. Réarmer, recommencer. Ce rythme peut être maintenu dans des circonstances normales. Cependant, lorsque vous combinez les menaces de missiles, une mer agitée, des opérations de nuit et un entraînement à la préparation à la guerre, vous commencez à user l'acier et à dormir à un rythme effrayant. C'est alors que des erreurs se produisent. Peut-être qu'une équipe de maintenance a négligé l'usure du câble. Peut-être qu'une équipe de remorquage était pressée par le temps et a négligé de remplir une liste de contrôle. Peut-être que tout le monde a dépassé d'un cran la marge de sécurité en raison de la rapidité des opérations. Quoi qu'il en soit, les erreurs s'accumulent rapidement. T+, cela envoie un message qui va au-delà de la simple perte d'avion à des alliés, des adversaires et des marins qui observent depuis leur compartiment d'amarrage. Il s'agit d'une perte de confiance en soi, de confiance dans les systèmes, au sein de la hiérarchie de commandement, au sein de la marge d'erreur. Et les choses échouent lorsque cette marge disparaît, même pour un bref instant. Littéralement, c'est ce qui s'est passé le 6 mai. C'est ce qui s'est passé le 28 avril. Et cela se reproduira jusqu'à ce que quelque chose change. Quelques semaines avant la rupture du câble, l'escadre aérienne du Truman avait effectué des sorties pour surveiller les positions des missiles côtiers et intercepter des drones. Nous avons surveillé, verrouillé et intercepté plusieurs menaces qui approchaient. Ce n'était pas une théorie, c'était une véritable bataille. Piloter un porte-avions sous le feu ennemi. C'est comme faire du funambulisme avec un réacteur d'avion sur le dos. Chaque atterrissage est dangereux. Chaque décollage nécessite des calculs. Substances qui provoquent de la fatigue. La tension monte. De plus, la marge d'erreur diminue d'heure en heure. Le Truman ne faisait pas que des exercices. Il répondait à une menace. Cela impose une contrainte supplémentaire à tous les systèmes du navire, pas seulement aux pilotes. Les équipes de maintenance travaillent en temps double équipe. Les récupérations à chaud sont effectuées par le personnel de pont. And on-temp record. Les équipes de munitions réarment les avions. Il ne s'agit pas seulement d'être rapide. C'est un travail acharné. Le pire reste à venir. Le matériel souffre énormément de la chaleur et de l'humidité de la mer Rouge. Les câbles au repos se dilatent. Les systèmes hydrauliques sont mis à rude épreuve. Les systèmes électroniques se détériorent plus rapidement. L'exposition constante au soleil et au sel provoque même la déformation du pont en acier. C'est la recette idéale pour la détérioration et la défaillance. Et ne croyez pas que l'adversaire n'en soit pas conscient. Depuis des mois, ils examinent les défenses. Des drones sont lancés de nuit. Ils tirent des roquettes vers des groupes de personnes. Ils rôdent dans les chenaux de navigation, afin de garder une longueur d'avance. Le Truman a consommé beaucoup de carburant et d'énergie humaine, même s'il a évité tous les impacts jusqu'à présent. Un tel rythme finit par endommager les systèmes. Il perturbe les routines. De plus, il pousse des personnes compétentes à faire de mauvais choix. Non pas parce qu'elles manquent de compétences, mais parce qu'elles sont épuisées. De plus, le personnel épuisé et soumis à une tension constante n'est pas toujours en mesure de repérer un câble effiloché. On ne vérifie généralement pas 2 fois les pinces de remorquage. Ils ont confiance dans le système. Jusqu'à ce qu'il tombe en panne. Le coût total du maintien d'un porte-avions dans des eaux contestées a été clairement mis en évidence par ce déploiement. L'argent n'est pas le seul facteur. C'est préparé. C'est dangereux. L'équipage du Truman doit désormais faire face à plus que de simples menaces, puisque 2 de ses avions ont été perdus et que son moral est en berne. Ils sont en proie à l'épuisement professionnel.
Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un missile pour détruire un avion de chasse quand chaque jour ressemble à un combat, même si l'on se contente d'atterrir. Parfois, un simple câble suffit. Le NFA-18 ne disparaît pas simplement lorsqu'il touche l'eau. Il déclenche une série d'événements au Pentagone, sur le pont et dans tous les centres de commandement, de Norfolk à Djibouti. Et vous pouvez être sûr que la réaction en chaîne dégénère en une enquête en bonne et due forme lorsqu'il s'agit du deuxième Hornet du même porte-avions en moins de 2 semaines. La Marine a jusqu'à présent ouvert plusieurs enquêtes, dont une sur la défaillance mécanique du câble d'arrêt, une autre sur le respect des protocoles d'opération sur le pont et un audit opérationnel plus complet de l'ensemble du déploiement du Truman. De plus, la portée de ces enquêtes n'est pas seulement technique, elle est aussi culturelle. Les évaluations préliminaires suggèrent un certain nombre de facteurs. La fatigue accrue du personnel due à un déploiement prolongé, la fatigue du matériel, des erreurs d'inspection et l'utilisation potentielle d'équipements ne répondant pas aux normes de maintenance. En résumé, il n'y a pas de preuves irréfutables. Juste un ensemble de risques mineurs qui pourraient tous se cumuler au mauvais moment. Un membre de la Marine l'a déclaré sans détour. Ce n'était pas un simple claquement. C'est le système qui a lâché. On attend des équipements de sécurité qu'ils soient surdimensionnés pour les pires scénarios. Testés, validés et à toute épreuve. Mais que se passe-t-il lorsque le pire scénario devient monnaie courante? Lorsque chaque jour est intense, stressant et lourd de conséquences? Les hauts responsables de la marine américaine sont actuellement confrontés à cette question. Il ne s'agit pas simplement d'un avion et d'un câble. La crédibilité est essentielle. Elle concerne la réputation de la marine américaine, qui est capable de fonctionner dans n'importe quel environnement, à tout moment et en tout lieu. La puissance de feu n'est pas la seule source de cette confiance. La confiance en est le fondement. Il faut avoir confiance dans la formation, les systèmes et la capacité des équipements à rattraper un pilote lorsqu'il heurte le pont. Cependant, la confiance ne peut résister à 2 avions dans l'eau. Et cette confiance est aujourd'hui remise en question. Au Pentagone, à bord du navire et dans toute la flotte. Le public estime également que les tensions avec l'Iran, les activités des rebelles Houthis et la menace accrue des drones et des missiles en mer Rouge ont fait la une des journaux. Cela implique que toutes les erreurs ne font pas l'objet d'un examen interne. C'est un fait marquant. De plus, les gros titres commencent à s'accumuler. Derrière les portes closes, l'inquiétude grandit quant à l'état de préparation. La marine peut-elle tenir le coup? Peut-elle continuer à projeter sa puissance à l'échelle mondiale tout en préservant le moral? La sécurité est la fiabilité? Car, soyons honnêtes, le moral est en berne. Désormais, lorsque les pilotes atterrissent, ils se posent une question. Le câble va-t-il tenir? Sachant que 2 avions ont déjà été perdus, les équipages du pont d'envol effectuent des vérifications de routine. T+. Les commandants sont obligés de répondre à la question que personne ne veut poser à haute voix. Et si cela se reproduisait? L'idée de retirer temporairement le Truman des opérations à haut risque est en discussion. Des rumeurs font état de réparations d'urgence, de réacheminement du matériel de remplacement et même d'un éventuel repos pour le groupe aéronaval en cas de problèmes supplémentaires. Néanmoins, la mission se poursuit malgré tout. C'est le devoir de la marine. Après tout, cependant, certaines choses ont changé derrière les slogans et l'acier. Même aujourd'hui, le Truman continue de naviguer, de déployer des avions et de patrouiller dans des eaux dangereuses. Mais tout semble plus lourd désormais, car un sauvetage ne mettra peut-être pas fin aux défaillances. In an instant, 7 millions de dollars ont été perdus à cause de 2 pilotes et d'un câble défectueux. Mais ce n'est pas simplement un Super Hornet qui s'est écrasé dans la mer Rouge le 6 mai. C'est une partie de la confiance qui a été perdue. La confiance dans l'équipement, la routine et le rythme des opérations d'un porte-avions, qui fonctionne souvent comme une machine. Parce que cette nuit-là, la machine a failli. Il ne s'agissait pas d'un simple dysfonctionnement mécanique isolé.
Cette fusée rouge au-dessus de l'USS Harry S. Truman a rappelé le prix à payer pour poursuivre les opérations dans des eaux contestées. Les équipages ont redoublé d'efforts, ce qui a révélé les exigences extrêmes imposées à des systèmes déjà poussés à leurs limites. Et qu'en est-il de l'aspect terrifiant? Il n'y a pas de solution simple. On peut faire voler de nouveaux avions, changer une unité hydraulique ou même réparer un câble. Mais la confiance ne se remplace pas du jour au lendemain. Les hommes et les femmes qui servent sur cette métropole flottante travaillent actuellement dans un environnement où un seul événement négatif représente bien plus qu'une simple menace. Chaque atterrissage futur sera accompagné d'ombres longues, d'enquêtes et de gros titres. La question se pose maintenant. Lorsque les systèmes censés vous protéger échouent 2 fois, comment regagner la confiance? Car il n'y aura pas de place pour la contestation la prochaine fois qu'un F-18 s'approchera du Truman avec son radar allumé comme un sapin de Noël, le pont tanguant et de la queue accrochée. Il ne reste plus que le câble et sa stabilité. Donnez-nous votre avis dans la section commentaires. Avant que quelque chose de pire ne se produise, pensez-vous qu'il est temps de retirer le Truman de la mer Rouge? Ou est-ce que simplement le prix à payer pour être au sommet? Quoi qu'il en soit, ce n'était pas un simple accident. C'était un avertissement. Et le prochain splash pourrait bien être fatal si cet avertissement est ignoré. Laissez vos commentaires ci-dessous, comme si vous aviez acquis de nouvelles connaissances. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits authentiques sur les voies navigables les plus difficiles au monde, abonnez-vous. Merci de votre attention.